À l'été 2010, un SOS est lancé. Il y a eu un accident sur le Mont Rose, un des plus hauts sommets d'Europe. 3 alpinistes sont bloqués à plus de 4500 mètres, une altitude où l'air se raréfie dangereusement, et pas seulement pour l'homme. C'est le plafond de service de la plupart des hélicoptères, mais pas de celui-ci. La cordée est récupérée en un seul voyage. L'engin volant aux caractéristiques hors normes vient de faire ses preuves de manière spectaculaire. Voici le nouveau fleuron de la voilure tournante. Un appareil qui repousse toutes les limites, capable d'aller n'importe où, plus haut et plus loin. En pleine tempête, dans le blizzard ou la fournaise des déserts, il remplit les missions les plus ardues. Voici l'AW139, un hélicoptère d'exception, fruit de décisions courageuses, de solutions ingénieuses et de la volonté de réussir. Il est construit près de Milan dans une usine tout aussi exceptionnelle. Les hélicoptères sont des machines volantes qui semblent défier les lois de la physique. Nettement plus limités que les avions et plus difficiles à concevoir et à fabriquer, ils présentent cependant de gros avantages. Ils peuvent décoller et atterrir quel que soit le terrain, ou presque, et voler en stationnaire, ce qui les rend très utiles pour les missions difficiles. Pour les constructeurs capables de surmonter les défis liés à l'ingénierie et à la mise au point, il y a donc un marché très vaste pour ces coûteux aéronefs. Cette société italienne est un des principaux constructeurs depuis qu'elle a cessé de produire des avions en 1952. Au départ, elle construisait des hélicoptères sous licence, mais elle a rapidement dessiné ses propres modèles. Jusqu'à ce qu'un immense bouleversement en Allemagne annonce un revers de fortune désastreux. La chute du mur de Berlin marqua la fin de la guerre froide. Ce fut une nouvelle formidable pour les Européens, mais pas pour les fabricants d'hélicoptères. Pendant des décennies, les contrats militaires avaient garni les carnets de commandes. Mais après cette nuit de novembre 1989, les clients cessèrent de se bousculer. Quand le mur de Berlin est tombé, toute l'industrie de la défense a ressenti l'onde de choc. Au début des années 1990, le scénario a complètement changé. Et pour le constructeur italien aussi, cette période a été difficile. La société a besoin d'une nouvelle stratégie et d'un nouveau produit pour survivre. Et elle repère un créneau de marché qui pourrait la sauver. Les besoins se cristallisent autour d'un hélicoptère biturbine moyen, une classe occupée par des modèles ayant déjà une vingtaine d'années. Un tout nouveau biturbine moyen, équipé du dernier cri en matière de technologie et de matériel, devrait pouvoir surclasser la concurrence. Le constructeur se penche donc sur la conception d'une machine puissante, moderne, polyvalente et susceptible d'intervenir dans tous les environnements. Mais le pari est très risqué. L'investissement dans un nouvel hélicoptère se chiffre en centaines de millions d'euros. Donc il faut le réussir, sinon c'est l'existence du constructeur qui est menacée. Mais si la conception est très réussie, on propulse l'entreprise dans une autre dimension. L'usine de fabrication prend ses quartiers dans la banlieue de Milan, à Cassina Costa. Et 23 km plus loin, à Vergiate, on assemble et on teste les hélicoptères. C'est à Vergiate que l'entreprise s'attaque au problème fondamental de la fabrication du 139. Pour avoir un retour sur investissement, elle doit séduire des clients très différents. Mais comment concevoir un hélicoptère parfaitement adapté à des tâches très diverses, allant du secours en montagne au transport de VIP?
réponse, c'est impossible. Sur ces chaînes de fabrication immenses, les ouvriers n'assemblent pas un, mais plus de 150 hélicoptères qui sont en fait autant de versions sur mesure produites à partir du 139 de base. Tommaso Colli est un des tailleurs de la marque, chargé de prendre les mesures des exigences du client pour que ce dernier se procure exactement l'appareil dont il a besoin. Sur cette chaîne, on procède à l'assemblage de toutes les versions du 139. Offshore, recherche et sauvetage, ambulance, VIP, utilitaire. Celui-ci va devenir un hélicoptère de recherche et de sauvetage en mer. Donc, il sera équipé d'un treuil, d'une caméra infrarouge et d'une protection anti-intempéries. La logistique imposée par cette fabrication sur mesure a de quoi effrayer. Jusqu'à 14 versions pouvant être assemblées simultanément, comment être certain qu'on a posé le bon élément sur le bon hélicoptère? Les concepteurs de l'usine avaient besoin d'un système fiable. C'est pour ça que chaque version a des plans et un code qui lui sont propres. Poste après poste, les ouvriers entrent ce code dans un ordinateur pour visualiser le guide de montage correspondant à chaque version. Pour optimiser le rendement, cette usine dispose de 2 grandes lignes d'assemblage parallèles, équipées chacune de 7 postes où on ajoute les différents composants. Chaque poste ayant un cycle de construction de 9 jours, il faut environ 2 mois pour assembler un hélicoptère. Tout commence au poste 0. Les structures construites sur mesure sont installées sur des socles qui les soutiendront jusqu'à la pose des roues qui aura lieu bien plus tard. Limiter le poids de l'hélicoptère est une des clés de ses performances. Le 139 dispose donc d'une structure en titane et aluminium et de panneaux composites. Les parois intérieures sont alvéolées. Elles ont la solidité d'un mur plein tout en étant bien moins lourdes. La structure est pourvue d'ouvertures de portes très larges et de l'intérieur le plus vaste des hélicoptères de cette classe. Le trait de génie, c'est de conserver cette partie vide. De cette façon, les 150 versions peuvent accueillir aussi bien 15 passagers que du matériel et des équipements en tout genre. Le plancher est bas et plat, grâce au fait que les réservoirs de carburant, qui sont habituellement logés dessous, sont à l'arrière de la cabine. La boîte de transmission principale est au-dessus de la cabine plutôt qu'à l'intérieur, ce qui libère énormément d'espace. Au final, on obtient un volume lisse et vide. C'est quasiment du jamais vu dans cette classe d'hélicoptère. Et c'est parfait pour des missions comme le secours en montagne. Roberto Zanotto intervient dans les Alpes italiennes avec un 139 équipé du dernier cri en matière de sauvetage. La cabine est très spacieuse. Aujourd'hui, il n'y a qu'un brancard, mais on peut en mettre 2. Dans ce coin, il y a le matériel médical pour surveiller l'état du patient. L'autre caractéristique de cet hélicoptère, ce sont les patins anti-enlisement qui permettent de se poser sur la neige. Et au-dessus, il y a le treuil grâce auquel on récupère les alpinistes sur les parois rocheuses. Au plus fort de la saison de ski, Roberto et son équipe interviennent une douzaine de fois par jour. Il faut qu'on parte parce qu'il y a une urgence. L'hélicoptère est l'engin idéal pour le secours en montagne, parce qu'il peut rester en stationnaire et se poser presque n'importe où. Mais il y a un gros revers à cette médaille. Le plafond de service est bien plus bas que celui d'un avion, la faute à la raréfaction de l'air. Ce phénomène perturbe le vol. L'air étant moins dense, les pales peuvent moins s'appuyer dessus et il y a moins d'oxygène pour alimenter les moteurs.
Bien des hélicoptères ont donc du mal à atteindre les sommets les plus élevés, et encore plus à récupérer les alpinistes en difficulté. Mais le 139 a réussi à repousser ses limites grâce à une solution toute simple. Sur la chaîne d'assemblage principale, on pose les 2 turbines du 139 au poste 4. Cet hélicoptère qui repousse toutes les limites parvient à fonctionner en haute altitude principalement grâce à ses chevaux. Ces moteurs sont les plus puissants à jamais avoir été installés sur un biturbine. En voilure tournante, c'est l'homologue d'un des moteurs les plus réussis de l'histoire de l'aviation. Les moteurs du 139 sont des PW-PT6 qui sont très utilisés en aéronautique. Ce sont des moteurs très fiables et très puissants. Et ce sont eux qui assurent la fiabilité de l'hélicoptère. La turbine PT6 qui a fait ses preuves est le V8 de l'aviation. Elle peut répondre aux différentes exigences de toutes les versions du 139. Chaque moteur développe 1700 chevaux. C'est plus du double de celui d'une Formule 1. Et il faut bien ça pour transporter beaucoup de passagers ou de matériel. La vitesse de pointe est de 309 km/h. Pour les VIP pressés, cet hélicoptère est le plus rapide de sa classe. Ces moteurs permettent aussi au 139 d'aller n'importe où, et c'est une des conditions du succès du projet. Ils ont la puissance et la fiabilité nécessaires pour les vols longue distance vers les plateformes pétrolières, pour voler dans la chaleur étouffante des villes et pour faire du secours en montagne. Roberto Zanotto l'a d'ailleurs constaté lorsqu'il est intervenu en urgence sur le mont Rose dans les Alpes à plus de 4500 mètres d'altitude. Au maximum de leurs possibilités, les hélicoptères d'ancienne génération peinaient à monter aussi haut. Il était temps de voir de quoi le 139 était capable. Quand on s'est approché de la zone, je me suis mis d'accord avec mon treuilliste pour récupérer d'abord le premier alpiniste et le reconduire au refuge, avant de revenir sur site pour chercher le deuxième. Mais l'opération ne se déroule pas comme prévu. Elle se passe beaucoup mieux. Quand on est arrivé sur zone, on a constaté que l'hélicoptère avait une telle réserve de puissance qu'on pouvait continuer à travailler en toute sécurité. À l'usine de Vergiate, les ouvriers posent le deuxième moteur qui fournit cette puissance. Cela nécessite une grande minutie. La turbine est d'abord placée au-dessus de son habitacle en titane. 2 ouvriers mettent ensuite des dizaines de tuyaux fragiles dans la bonne position. Encore, encore. Il y a des conduites de carburant et d'évacuation et des branchements électriques. Baisse, Francesco. Chaque moteur coûte des centaines de milliers d'euros et il risque d'écraser un composant important. L'installation peut donc prendre jusqu'à 10 heures par unité. S'il y en a 2, ça n'est pas seulement pour fournir plus de puissance, mais aussi pour la sécurité. En cas de panne du premier, le second moteur permet à l'hélicoptère de rentrer. C'est crucial pour l'entreprise qui compte attirer une clientèle bien précise, l'industrie pétrolière et gazière offshore. Cette dernière a besoin d'envoyer des gens sur des plateformes à des centaines de kilomètres au large. Autant dire que la sécurité est un argument de vente important. Avec 2 moteurs, ça tombe sous le sens. Mais malheureusement, cette pièce, la boîte de transmission principale, ne peut être qu'en un seul exemplaire. Sa conception est donc cruciale pour le succès du projet. La transmission démultiplie la puissance phénoménale des 2 turbines. De 21 000 tours minute pour la vitesse de rotation des turbomoteurs, on passe à des régimes rotor de 300 tours minute pour le rotor principal et d'environ 1200 tours pour le rotor arrière.
Le pire scénario pour la transmission, c'est la fuite d'huile. Sans lubrifiant, les engrenages s'échauffent et finissent par se détériorer. Et si la transmission s'arrête, les rotors aussi. C'est à 23 km au sud de l'usine d'assemblage à Cassina Costa que cet élément capital pour la sécurité est conçu et fabriqué. Pour tranquilliser les acteurs de l'exploitation pétrolière et gazière offshore, l'équipe doit relever un défi inimaginable. Sous la houlette du responsable du bureau d'études, Giuseppe Gasparini, elle doit imaginer une transmission pouvant fonctionner sans huile. Par le passé, les hélicoptères rapides ne pouvaient voler sans huile que très peu de temps, quelques minutes seulement. Puis la réglementation a changé sous l'impulsion de l'industrie pétrolière et gazière offshore et de l'armée. Il a fallu que cette durée de fonctionnement s'allonge nettement pour atteindre une demi-heure. La mission confiée à l'ingénieur est décisive pour le projet. Parvenir à 30 minutes de fonctionnement sans huile et réaliser une boîte de transmission capable de supporter 3400 chevaux et contenant des dizaines de composants importants. La partie la plus sollicitée pour faire fonctionner un moteur sans huile, c'est l'endroit où la vitesse et la puissance se font sentir. Mais Giuseppe Gasparini a plus d'un tour dans son sac. Il a trouvé un moyen de contrer la fuite en limitant l'écoulement d'huile depuis cet endroit stratégique. La condition absolument indispensable, c'est de créer des réservoirs à l'intérieur de cette zone. En cas de fuite, ça permet de lubrifier pendant plus longtemps les endroits les plus sensibles de la transmission. Ces réservoirs permettent de gagner de précieuses minutes. Mais pour arriver à une demi-heure, il va falloir que la fabrication soit particulièrement précise. Cette tâche est confiée au service production. La facture pour l'usinage de chaque transmission est d'1 demi-million d'euros. Avant, le constructeur a dû assembler un prototype capable de réussir les essais d'autonomie sans huile. Il devait être très solide et répondre à des tolérances très précises. Cela s'est passé sous le contrôle du directeur de l'ingénierie, Domenico D'Agostino, qui surveille étroitement chaque étape de la production. Il va falloir refaire un passage pour cette partie-là. Un passage complet. D'accord. Merci. On fabrique la totalité des pièces importantes, de A à Z. Ça nous permet de contrôler leur qualité. On a déjà fait une première découpe grossière sur ce morceau d'acier pour lui donner sa forme générale. Et on va en faire une deuxième pour lui donner cette allure. La machine de découpage est équipée d'un disque denté géré par ordinateur. Le technicien s'assure que la barre d'acier est bien centrée. Quand l'aiguille de l'instrument de mesure cesse de bouger, c'est que la pièce est en place. Ensuite, c'est l'ordinateur qui s'assure de la précision du découpage à quelques millièmes de millimètre près. La projection d'huile évite une surchauffe de la pièce et de la machine qui rendrait le découpage imprécis. Malgré tout, il subsiste un petit risque d'erreur. Une erreur qui pourrait détruire la transmission lors de l'essai d'autonomie sans huile. Voici l'atelier de contrôle où les pièces arrivent une fois la fabrication terminée. On ne vérifie pas simplement les dimensions de chacune d'entre elles. On examine 100% des pièces et on examine 100% des mesures de chacune d'elles. Cette salle est isolée du reste de l'usine pour que son humidité soit en permanence de 50% et sa température à exactement 20 degrés. 1 degré de plus et les pièces métalliques se dilateraient et fausseraient les mesures. Or, chaque pièce doit respecter des normes rigoureuses. Je ne suis pas le mieux placé pour vous parler de cheveux, mais les tolérances sont encore moins épaisses qu'un cheveu humain. La surface de chaque dent de chaque engrenage est vérifiée. En cas de défaut, la pièce est rejetée.
et un ordre de rectification est envoyé à la machine de découpage qui s'est chargée du travail pour que l'erreur ne se reproduise pas. Cet appareil, lui, fait apparaître des micro-fissures éventuelles à la surface du métal. Mais certaines pièces sont trop complexes pour être mesurées par des machines. Des hommes prennent donc le relais. Mais pas n'importe lesquels. Pour travailler ici, il faut avoir au moins 20 ans d'expérience. Et les apprentis ne sont pas non plus des novices. Il faut former la nouvelle génération, donc les jeunes sont pris en main par leurs collègues plus anciens. Tout le monde n'est pas destiné à travailler dans cet atelier. Seul un apprenti sur 5 sera finalement titularisé ici. Après un tel souci du détail, l'étape suivante paraît incongrue. Une bonne partie de ces pièces usinées avec tant de précision ont droit à un baptême du feu. Dans ces fours, certains composants vont cuire pendant une semaine à des températures atteignant 575 degrés. Vital pour la fabrication d'une boîte de transmission quasiment indestructible, ce procédé durcit le métal. Une fois cuites, les pièces sont plongées dans l'huile, puis mises au congélateur à moins 95 degrés. Sans surprise, après un tel traitement, les pièces ont besoin d'être à nouveau mesurées, avant d'être expédiées à l'entrepôt de stockage robotisé où elles attendront d'être installées. Lent et méticuleux, l'assemblage prend jusqu'à 120 heures. Une fois qu'on a contrôlé toutes les pièces, on passe au montage qui est lui aussi rigoureusement surveillé. Il y a un opérateur et un contrôleur qui travaillent ensemble jusqu'à ce qu'on arrive à cette configuration. À ce stade, la transmission est prête à passer au banc d'essai. Après un an de travaux, la transmission est prête pour les essais. Avant le test crucial à sec, le prototype a fait d'innombrables simulations de vol avec lubrifiant. L'heure est venue du grand défi, l'essai d'autonomie sans huile d'une demi-heure. Une fuite a été provoquée, puis le test a commencé. C'est décisif pour la transmission, pour l'ensemble du projet AW139 et pour Giuseppe Gasparini. Le test d'autonomie sans huile a été la partie la plus stressante. Parce que même s'il ne durait que 30 minutes, on avait l'impression qu'il était terriblement long. Et tant qu'on n'était pas au bout, on ne pouvait pas savoir si on avait réussi ou pas. Et au bout d'une demi-heure, pour être bien sûr que la transmission a réussi le test, on la démonte et on examine l'état d'usure de chaque composant. Elle a fait mieux que résister. Elle n'a subi aucun dégât. C'est un résultat excellent pour toute l'équipe. La dernière phase a été très éprouvante, très fatigante. Elle a mobilisé beaucoup de gens et au final, ça a été un grand soulagement. Le 139 peut recevoir son certificat de navigabilité pour les opérations offshore. Le projet vient de faire un grand pas vers son objectif ambitieux. L'hélicoptère a des moteurs puissants et une transmission presque indestructible. Mais la mécanique à elle seule ne suffira pas à en faire un engin tout-terrain. Pour exprimer tout son potentiel, l'AW139 doit résister aux pires tempêtes sur terre et en mer, au blizzard et à la visibilité zéro, sachant que les hélicoptères sont déjà par nature difficiles à piloter. Les deux pieds servent à contrôler le rotor arrière. Une main s'occupe de la direction, pendant que l'autre fait gagner ou perdre de l'altitude. Et pour un stationnaire, les 4 membres interviennent en même temps.
complexes par temps calme, les manœuvres se transforment en défis au milieu d'une tempête. C'est pourquoi le constructeur a décidé qu'il était grand temps de donner un coup de main aux pilotes. À l'usine de Vergiate, la solution permettant de voler par mauvais temps se trouve au poste 5. Ces écrans plats, il y en a jusqu'à 5, font partie d'un système baptisé avionique centralisé. Elle concentre les données provenant de tous les éléments électroniques et les indique aux pilotes. Réessai avec le P2. Il faut qu'on le fasse avec le collectif et avec le cyclique. Mais les vedettes de l'avionique du 139 se trouvent dans ces boîtiers. GPS, système de stabilisation automatique et commande de vol électronique. À tout instant, ces outils peuvent prendre le contrôle de l'hélicoptère pour laisser l'équipage se concentrer sur sa mission, quelles que soient les conditions météo. Antonio Micheli teste l'avionique du 139. Cet hélicoptère permet de voler dans des conditions extrêmes. Ça revient à conduire une voiture en pleine nuit, sans les phares. Le pilote peut arriver à destination grâce au système de gestion de vol, en gardant les bras croisés et les yeux fermés. L'hélicoptère se débrouille tout seul. Mais l'avionique centralisée, ça coûte cher. Comme pour les moteurs, chaque unité a sa jumelle, pour qu'au cas où la première tomberait en panne, la seconde prenne le relais. Il y a 2 ordinateurs, 2 systèmes de stabilisation électronique de dernière génération, 2 pilotes automatiques, 2 radios pour communiquer avec l'extérieur, plus les équipements pour surveiller en temps réel tout ce qui se passe en dehors de l'hélicoptère dans des conditions extrêmes. Cet équipement de pointe fait monter la facture jusqu'à 12 millions d'euros. Un tel pari financier implique que l'avionique fonctionne dans des conditions vraiment infernales. Garde-côte de Sarzana. Des centaines de stations de garde-côte à travers le monde comptent sur leurs hélicoptères pour sauver des vies. L'aéroport, c'est Sarzana. Ricardo, informe l'équipage. Les équipages basés à Sarzana, sur la côte nord-ouest de l'Italie, volent plusieurs centaines d'heures chaque année. Un sauvetage en mer a presque toujours des allures de course contre la montre. Et ces hommes doivent presque systématiquement voler par mauvais temps. C'est donc le terrain d'essai idéal pour le 139 et son avionique de pointe. 12 millions d'euros, c'est une grosse somme pour un hélicoptère de cette classe. Mais s'il peut sauver des vies humaines, l'investissement en vaudra la peine. Quand on doit affronter des vents forts et une mer difficile, on sait qu'avec cet hélicoptère, on peut accomplir notre mission en toute sécurité et ramener les survivants. Salvatore se contente d'entrer les dernières coordonnées connues des marins en perdition dans son GPS. Et il se rend sur place. Même plus besoin de piloter. Pour le moment, on est en pilote automatique. Et c'est l'hélicoptère qui nous conduit au-dessus de la zone de recherche. Quand on y arrivera, il se calera sur le mode recherche qui est affiché sur cet écran. Tandis que le pilote automatique est en mode recherche, l'avionique assure la stabilité de l'aéronef, le maintien de la trajectoire et l'altitude idéale, même en cas de coup de vent. Vient alors la partie la plus difficile de la mission de sauvetage, surtout quand la météo et la visibilité sont mauvaises. Car c'est quand il est en stationnaire qu'un hélicoptère est le plus vulnérable. Mais là encore, l'avionique intervient. Avec les hélicoptères d'ancienne génération, il fallait utiliser le collectif
le cyclique et les pédales pour positionner l'aéronef à 50 pieds et à 0 nœud au-dessus du survivant. Avec celui-ci, on travaille sans les mains. On n'a besoin ni des mains ni des jambes. Il suffit de regarder les écrans et de surveiller que l'hélicoptère reste en position, qu'il ne bouge pas. Niveau sécurité, c'est bien plus efficace, car comme pour l'avionique d'un avion de chasse, celle du 139 réagit plus vite qu'un pilote. Les sauveteurs prennent les commandes pour faire descendre le plongeur là où on a besoin de lui, et Salvatore n'est toujours pas obligé de piloter. Une fois qu'on est en position au-dessus du survivant, le pilote me confie l'hélicoptère. Je me sers de cette télécommande pour me mettre en position, exactement au-dessus de la personne qui est tombée à l'eau. J'ai une vision panoramique de ce qui se passe grâce à la porte. Et comme je vois beaucoup mieux le naufragé, je peux placer l'hélicoptère là où il faut. Cet équipement peut sembler superflu par une belle journée en Méditerranée, mais partout dans le monde, le 139 a montré qu'il pouvait sauver des vies dans des conditions nettement moins propices. Décembre 2010, en Australie, le Queensland est frappé par une série de crues subites et dévastatrices. 70 villes sont touchées et 200 000 vies sont en jeu. Des 139 interviennent pour de nombreux sauvetages d'urgence. Et l'avionique aide les pilotes à faire face aux conditions sans cesse changeantes. La puissance et la taille de l'hélicoptère permettent d'évacuer plusieurs individus à la fois. Un seul appareil a ainsi permis de sauver 43 personnes en un après-midi. À Vergiate, les nouveaux 139 arrivent au bout de la chaîne d'assemblage, au poste 6. Ils y reçoivent pare-brise et fenêtres, les panneaux d'habillage de fuselage, et on y teste les commandes hydrauliques. Ensuite, on traverse la rue pour aller dans l'autre hangar, la ligne de vol, où le fuselage complet va être transformé en machine volante digne de ce nom. Mais il doit d'abord réussir son examen d'entrée. En effet, un hélicoptère censé aller partout se doit d'être étanche. Donc, pas question de changer de hangar si l'essai n'est pas concluant. C'est le test de l'eau. L'hélicoptère va prendre une douche d'une vingtaine de minutes pour qu'on vérifie s'il y a des infiltrations. Évidemment, cette douche n'a rien d'ordinaire. Cet appareil projette jusqu'à 60 litres d'eau à la minute pour simuler une tempête hivernale ou le déluge de la mousson. En cabine, Tommaso et son équipe, armés de lampes torches et de miroirs, traquent les moindres gouttes. D'ailleurs, elles ne se font pas attendre. Du papier toilette suffit à boucher temporairement les fuites de cet appareil à 12 millions d'euros. On a repéré des infiltrations au niveau des garnitures, de la queue et des moteurs. Il y a une fuite dans la queue, dans les moteurs. La liste est longue et l'hélicoptère retourne à la chaîne d'assemblage. Il y a beaucoup d'endroits à reprendre. Une fois l'essai concluant, l'hélicoptère rejoint finalement la ligne de vol pour recevoir les éléments les plus importants. Eux aussi ont eu droit à une refonte complète pour permettre au 139 de devenir l'hélicoptère le plus rapide de sa classe. Les pales du rotor sont la clé de la polyvalence de l'hélicoptère. Idéale pour voler à basse vitesse et en stationnaire, elle se heurte cependant à des problèmes dès qu'on accélère. Les pales du 139 tournent à une cadence quasiment constante de 300 tours minute. Cela signifie que lors d'un stationnaire, leur extrémité se déplace à près de 800 km/h.
Mais tout change quand l'hélicoptère vole vers l'avant. La vitesse des pales augmente lorsque leur rotation se fait vers l'avant, parce qu'elles vont dans la même direction que l'hélicoptère. Plus l'appareil accélère, plus la vitesse de l'extrémité des pales approche celle du son. Cela crée des turbulences qui finissent par déstabiliser l'hélicoptère. Pierre Abdelnour a dû surmonter la barrière de la vitesse. Pour un concepteur d'hélicoptère, un des plus gros problèmes à résoudre tient au fait que la pale avançante ne peut guère dépasser la vitesse du son, alors que la pale reculante, elle, tourne à une vitesse nettement moins élevée, ce qui crée un déséquilibre au niveau de la tête rotor. L'ingénieur s'inspire alors des avions supersoniques. Leurs ailes en flèche arrière réduisent les turbulences une fois franchi le mur du son. Les pales auront donc des extrémités en flèche arrière, une forme qui retarde l'apparition des turbulences lorsqu'on approche de la vitesse du son. L'hélicoptère peut donc voler plus vite avant d'être victime de vibrations. Cette idée est si efficace que pour une fois, ce qui limite la vitesse du 139 n'est pas la pale, mais la solidité du pare-brise. Pour que les pales supportent la puissance des moteurs, Pierre Abdelnour a élargi leur partie centrale. On obtient une grande capacité de charge grâce à la forme de la partie centrale de la pale. Les pales sont assez résistantes pour soulever 6 tonnes 8, c'est-à-dire le poids de l'hélicoptère et de son chargement, qu'il s'agisse d'une quinzaine de passagers ou de 2,5 tonnes de matériel. Le rotor principal a 5 pales en matériaux composites à la fois solides et légers. Continue. Chacune n'est fixée que grâce à 2 boulons en titane. C'est très important de faire l'installation correctement. Sinon, ça risque de faire de gros dégâts. Dans le pire des cas, même s'il est très improbable, une pale pourrait se détacher. Et ça ne serait pas bon pour l'hélicoptère. Avec ces pales, et même s'il n'est pas terminé, l'hélicoptère est déjà en état de marche et il n'y a plus qu'à le préparer à voler. Mais le premier essai des prototypes du 139 a été plutôt chaotique. En effet, on a très vite décelé un gros problème. La puissance des moteurs était très difficile à contrôler et à grande vitesse, l'hélicoptère devenait très instable. C'était un problème qu'il fallait impérativement résoudre, sinon le pari du constructeur se serait soldé par un échec. À grande vitesse, la queue d'un hélicoptère risque de perdre en stabilité. Pour pallier ce problème, il suffit d'ajouter un élément tout simple baptisé stabilisateur. Sur ce modèle d'ancienne génération, on voit bien son profil. Il remplit la même fonction qu'un béquet de dragster qui exerce une pression vers le bas à grande vitesse. Mais lors des essais en vol des premiers prototypes de 139, le pilote d'essai en chef, Pino Lococo, a constaté que le problème perdurait. Pendant les essais, on a testé l'hélicoptère sans stabilisateur, puis avec des stabilisateurs de différents types. Mais à chaque fois, il était instable. En fait, il fallait quasiment piloter avec les 2 mains. Il en conclut que la pression exercée par les stabilisateurs vers le bas est insuffisante. On a d'abord pensé à améliorer l'efficacité en allongeant les stabilisateurs. Mais ça crée d'autres problèmes, notamment lors des interventions au sol. Donc il a fallu envisager d'autres solutions. On a donc ajouté au bout du stabilisateur un élément aérodynamique appelé ailette. On a emprunté cette solution aux avions qui volent à grande vitesse.
On a ajouté une ailette à notre stabilisateur. Grâce à elle, on a résolu le problème de stabilité de manière très efficace. Tout comme les extrémités en flèche inversée des pales, les ailettes réduisent les turbulences à grande vitesse. Et comme sur un dragster, elles exercent une pression vers le bas plus importante, ce qui permet d'aller plus vite. Ces ailettes permettent au 139 de ne pas perdre en stabilité. La conception d'un hélicoptère tout-terrain et polyvalent est terminée. Mais pour qu'elle soit un succès et qu'elle assure la pérennité de l'entreprise, il reste un dernier défi à relever. Comme le 139 s'adresse à des clients très différents, une fois chaque unité testée, elle retourne à la ligne de vol pour être équipée en fonction des exigences de l'acheteur. Tommaso Colli, le chef de produit, supervise la personnalisation de 10 appareils. Sur ma droite, vous pouvez voir un hélicoptère en version VIP. Sa structure est facilement reconnaissable. Cet appareil est équipé d'une porte à charnière et non d'une porte coulissante. À bord, il y a un système actif de réduction des vibrations. Ce sont ces 3 boîtiers. Ils sont gérés par un ordinateur et ils se déplacent pour contrer les vibrations naturelles de l'hélicoptère. C'est un système spécifique au 139 que les clients VIP apprécient particulièrement. Cette boîte de transmission a été étudiée spécialement pour la clientèle VIP. Elle est dotée d'un système de réduction du bruit et des vibrations. Cet hélicoptère est plus confortable que les autres. Une fois personnalisé, l'appareil est terminé. Donc, on le démonte pour le peindre. La peinture est une étape à la fois longue et complexe. Ça tient au fait que lorsque l'hélicoptère arrive ici, il commence par recevoir une couche d'après. Elle va permettre de le protéger. Ensuite, on applique sur l'appareil d'autres couches en fonction du design et des coloris choisis par le client. De retour sur la ligne de vol, l'hélicoptère est remonté et les dernières personnalisations sont effectuées. Pour le secours en montagne, des patins, pour celui-ci, des caméras, et pour la version VIP, un intérieur luxueux. Au bout de la ligne de vol se trouve une pièce réservée aux poignées de main et au champagne. C'est ici que les hélicoptères sont remis à leurs propriétaires. Ce jour-là, le constructeur reçoit un client qui est venu de loin chercher les clés de sa version offshore. Mon équipe et moi, on vient de Kuala Lumpur, en Malaisie, pour prendre livraison de notre dernier hélicoptère. Aujourd'hui, c'est un peu le couronnement de toute la fabrication. C'est un moment plein d'émotions, auquel participent bien sûr beaucoup de gens, la direction et le client. C'était un pari à 100 millions d'euros, doublé d'un défi technique extraordinaire, et c'est une réussite. Le 139 a changé la donne, parce qu'il a fait de l'entreprise, qui occupait une niche, un des principaux acteurs du marché civil, et parce qu'il l'a fait entrer dans la Ligue des champions des constructeurs. La W139 s'est déjà vendue à 500 exemplaires à travers le monde, et il a sauvé des vies, traversant les océans, affrontant le blizzard. Cet appareil fait tout ce qu'on attend de lui, et bien plus encore.